Bonjour à tous, bienvenue lors de cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Nous avons un nouveau webinaire donc aujourd'hui qui participe, ça fait partie des 35 webinaires qu'on a mis en place tout le long de cette semaine. La thématique, ça va être sur la santé inclusive et je passe la main à Vivien. Bonjour à tous donc et bienvenue à la 32e conférence et table ronde de cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées qui se déroule également autour de la journée nationale de la trisomie 21. Donc je me présente, Vivien Fontaine, je suis responsable du dispositif Appui Ressources Environnement sur la plateforme Ressources Trisomie 21. C'est un dispositif qui a pour but non pas d'accompagner les personnes en situation de handicap, mais d'inverser le paradigme en accompagnant l'environnement de droit commun qui se doit aujourd'hui d'être accueillant, accessible et inclusif. Alors, on m'a donné la mission d'animer cette table ronde intitulée « La santé inclusive, freins et leviers ». Mais pourquoi une table ronde sur la santé dans le cadre d'une semaine dédiée à l'emploi? Vous avez dû vous poser cette question. Pourquoi ne pas réserver celle-ci dans le cadre d'un séminaire sur la santé? Tout simplement car la santé conditionne chez toute personne, chez vous, chez moi, la capacité à pouvoir mener à bien ses désirs, ses attentes, ses projets. La période actuelle, en lien avec la Covid-19, met encore plus en avant ce lien entre santé, vie sociale, santé et réalisation de son projet de vie. L'évolution de la médecine, elle a permis d'améliorer considérablement l'espérance de vie de nombreuses personnes en situation de handicap par un meilleur diagnostic et par une prise en charge qualitative et sur mesure. Grâce aux nombreux progrès et au suivi paramédical régulier, la qualité de vie des personnes, notamment avec une trisomie 21, s'est considérablement améliorée au cours des dernières décennies et leur espérance de vie dépasse aujourd'hui en moyenne les 50 ans, contre à peine 10 ans au début du XXe siècle, et de manière fort probable jusqu'à 70 ans dans les prochaines années. Cela soulève la question d'un accompagnement complexe de personnes présentant, outre l'anomalie chromosomique, des pathologies en relation avec leur vieillissement, comme toute autre personne. Si l'espérance de vie augmente, c'est que tout va bien, me direz-vous, et que les personnes bénéficient pleinement de l'accompagnement, alors nous préférons ce terme à celui de prise en charge, et du suivi médical nécessaire. Les associations, dans le champ du handicap, à travers leurs services d'accompagnement, leurs plateformes ressources, permettent de proposer des consultations prenant en compte les besoins particuliers des personnes en situation de handicap. Pascal Jacob, créateur de la charte Romain Jacob, vient pourtant souligner que la santé, si elle est l'objet d'un seul, aura un effet hégémonique et sera un échec. De plus, la Déclaration universelle des droits de l'homme et son article 1er résonnent en chacun de nous. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Le droit à la santé, oui, mais le droit à pouvoir choisir et être accompagné par n'importe quel acteur de santé de droit commun. Le droit à pouvoir également être bien soigné et à comprendre l'objet de ces soins sans être un objet de soin. Cette table ronde va donc s'atteler à mettre en avant les difficultés repérées pour nous permettre d'avoir un meilleur aperçu de la situation. Mais comme nous sommes tous dans une dynamique positive, nous nous attellerons bien entendu à mettre en lumière les leviers qui sont déjà trouvés et ceux à imaginer. Enfin, en fin de table ronde, le docteur Sandra Salamon-Gisclard vous présentera en avant-première le site Santé Inclusive 2.1 qui a été développé par l'association Trisomie 21 sous sa coordination. 2.1 en clin d'œil au monde 2.0 tourné vers l'avenir, un avenir toujours plus inclusif. 2.1 en clin d'œil au chromosome surnuméraire sur la paire chromosome 21. Ce site a pour but, comme vous le verrez, de faciliter l'accompagnement par les acteurs de santé, mais également d'être un outil au service des personnes avec une déficience intellectuelle, dont la trisomie 21 et leurs parents. Ce sont les premiers ambassadeurs d'une santé inclusive et les acteurs du changement. Avant de laisser la parole aux médecins, paramédicaux, parents, personnes en situation de handicap et directeurs de services médico-sociaux que nous avons la chance d'avoir autour de la table, je tiens à remercier vraiment l'AGEFIP, Cap Emploi 06, pour nous avoir soutenus dans la mise en lumière de cette thématique.
Ben, je vous laisse désormais vous présenter en quelques mots. Je vais laisser la parole au docteur Sandra Salamon-Gisclard. On se tutoie, Sandra, donc je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous, merci Vivien. Voilà, je suis le docteur Sandra Salamon-Gisclard, je suis médecin coordonnateur de la plateforme Trisomie 21, médecin généraliste à la Handiconsulte du centre de santé Rossetti, médecin référent handicap au centre de santé universitaire et enseignante attachée à la faculté de médecine sur la thématique du handicap. David Darmon, docteur David Darmon. Bonjour, donc docteur David Darmon, je suis médecin généraliste, je suis professeur des universités donc dans la discipline médecine générale et vice-président pour l'université Côte d'Azur en charge de la politique de santé et actuellement directeur du centre de santé universitaire. Docteur Myriam Messissi. Myriam. Bonjour, je suis Myriam Messissi, maman d'Alicia, porteuse de trisomie 21 de 27 ans et comme double casquette, je suis médecin pédiatre exerçant en tant que médecin éducation nationale. Et Alicia, elle a un frère, un frère aîné de 30 ans et une sœur de 23 ans qui sont très présents. Merci Myriam. On va laisser après la parole à Alicia, mais je vais d'abord donner à Mathilde, comme ça j'aurai fait tous les médecins. Bonjour, moi je suis le médecin Mathilde Abrin, je viens de finir mes études il y a un mois environ et actuellement je remplace en ville en médecine générale. Ouais, c'était intéressant d'avoir le regard justement d'un nouveau médecin pour le coup. Florence Maya, je te laisse la parole. Bonjour, Florence Maya, je suis directrice d'établissements médico-sociaux dans le handicap enfant à la Fondation Enval. Je gère un établissement pour polyhandicapés et un établissement pour déficients auditifs et troubles sévères du langage et une unité mobile d'accompagnement en faveur des personnes en situation de polyhandicap en partenariat avec l'ADAPI. Maya Lozic. Bonjour. Maya, maman d'Ernesto. Ernesto, 14 ans. Et je suis également responsable du projet européen pour l'enfance. Alicia, je te laisse te présenter. Bonjour, je suis Alicia Mississi, j'ai 27 ans. Je travaille à H&M à Polycon. J'ai eu mon appartement toute seule depuis 3 ans et demi. Merci Alicia. Sylvain Tamier. Oui, bonjour, donc je suis Sylvain Tamier, je suis ergothérapeute, j'exerce en libéral et j'ai travaillé 6 ans au SAMSA Trisomie 21. Donc voilà, je continue d'exercer toujours dans le domaine du handicap avec déficience intellectuelle, y compris dans mon activité libérale. Et le mot pour la fin, le mot de fin de présentation, Maria Zapreva. Oui, bonjour, Maria Zapreva, donc je suis psychologue sur la plateforme Trisomie 21. J'exerce en libéral également et je suis enseignante vacataire à l'université Denis-Sophia Antipolis à la faculté de psychologie. J'interviens dans le cadre d'un master qui existe depuis 2 ans maintenant, je crois, éducation, apprentissage et développement, éducation et apprentissage. Pardon. Merci Maria. Donc on a voulu que cette table ronde, justement, il y ait des regards un peu variés, hein, pas uniquement des acteurs de santé, mais aussi des personnes, des parents, et puis des acteurs du champ médico-social et du libéral. Donc pour le coup, d'abord, ma première question, docteur Sandra Salamon-Gisclard, va s'adresser à toi. Tu es spécialiste de ces questions et de ces thématiques santé et handicap. Tu es donc à même de répondre aux questions des personnes qui ont un handicap, de les informer sur leur santé, de les soigner. Pourquoi est-ce que tu incites aussi les acteurs de santé de droit commun? Tu les incites à justement accompagner directement les personnes et pourquoi c'est si essentiel pour toi? Oui, c'est une jolie entrée en matière. Alors, essentiel, c'est vraiment le mot trouvé.
Clairement, là, dans tout ce qui a été dit dans l'avant-propos, on pourrait même se demander pourquoi on est tous là autour de cette table ronde santé inclusive, puisque si on part un petit peu de l'historique, mais de manière assez générale sur la société, effectivement, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tous les hommes naissent libres et égaux en droit. On pourrait du coup s'arrêter là, me semble-t-il, puisque du coup, ça voudrait dire qu'effectivement, toutes les personnes, y compris bien entendu les personnes en situation de handicap, devraient toutes pouvoir avoir le choix de choisir le professionnel de santé qui va l'accompagner à un moment de sa vie ou tout au long de sa vie. Voilà. Donc, on pourrait se dire que voilà, maintenant tout est terminé. On se rend compte que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Depuis un certain nombre d'années maintenant, il y a eu de nombreux décrets, de nombreuses recommandations, ANESM, HAS, Autorité de santé, de nombreuses lois, notamment la fameuse loi de 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation de la personne, l'égalité de droits et des chances, la participation et la citoyenneté de la personne handicapée, qui nous prouve qu'apparemment, ce n'est pas si simple, en fait. Il y a besoin de décrets, de recommandations, etc. Cette loi, elle date d'il y a 15 ans. Et concrètement, sur le terrain, je parle là aujourd'hui que du côté santé, mais je pense que c'est sur beaucoup de terrains, et on l'a vu dans toutes les tables rondes cette semaine, on en est encore loin, en réalité. Il semble, effectivement, tous les textes, les lois, les politiques on entend qu'il y a un virage, une dynamique inclusive qui est censée être là, mais sur le terrain, là, du coup, en reprenant le rôle de médecin sur le terrain, notamment, par exemple, sur la plateforme Trisomie 21, je me rends compte que, malheureusement, tous les nouveaux bénéficiaires qui arrivent, toutes les personnes qu'on est censé accompagner, n'ont toujours pas de médecin traitant, sont toujours dans une grande difficulté à trouver un médecin ou des professionnels de santé qui arrivent à les accueillir sans souci particulier. Il y a à peu près le même constat, notamment sur la consultation à la HandiConsult. Alors, je mets complètement de côté la partie de handicap extrêmement spécifique, avec un besoin d'une équipe pluridisciplinaire, de staff régulier, d'un matériel très particulier, où ça, par exemple, au sein de la HandiConsult, effectivement, il semble très compliqué que ce soit actuellement fait dans le droit commun. Mais là, je parle vraiment du côté, moi, médecine générale, dans cette HandiConsult, je me rends compte pareil que les personnes qui vont venir, très, très souvent, ne viennent pas du tout par choix. J'aimerais bien que ce soit par choix de venir me voir, moi, Sandra, ça me ferait très plaisir. Bon, j'espère qu'il y en a quand même certains. Mais en général, c'est plutôt par non-choix de simplement ne pas pouvoir aller ailleurs. Et effectivement, quand ils voient que cette consultation existe, ils vont arriver là en se disant, quand on leur demande, c'est au moins là, je sais que je vais être bien accueillie. Au moins là, je vais pas être stigmatisée. Donc ça, c'est très, très compliqué, effectivement, à entendre, parce que clairement, les mots spécialistes, experts et tout ça ne me plaisent pas du tout, parce qu'en réalité, ce que je vais faire, je parle vraiment au niveau médecine générale, je pourrais le faire ailleurs, dans n'importe quel cabinet, quand je suis moi aussi moi-même en libéral. Il n'y a pas de raison que les personnes soient obligées de venir me voir moi parce que je travaille dans telle ou telle structure où il y a des personnes en situation de handicap. Clairement, voilà, l'idée, c'est qu'ils puissent aller où ils veulent, qu'ils aient le choix. On se rend compte, et j'espère que, là, je ne vais pas parler trop longtemps, mais j'espère et je pense que toute la table ronde après va être justement à s'atteler à regarder un peu tous les freins. Pourquoi, en fait? Pourquoi c'est si compliqué? Et surtout de pouvoir donner tous les leviers qui existent déjà et ceux qui doivent exister, mais clairement, je pense que le problème vient effectivement de l'environnement. Il faut aider l'environnement à monter en compétences. Alors moi, j'ai parlé pour les médecins, mais je pense que c'est pour tous les professionnels de santé, puisqu'on est là. Voilà, je pense qu'il y a vraiment des manques de formation, d'information, sans rentrer dans le détail, mais clairement, quand on demande aux gens, voilà, l'idée est vraiment de relayer quels sont tous les freins et de trouver les solutions, en fait. Il n'y a aucune raison qu'une personne en situation de handicap ne puisse pas aller se faire soigner où elle veut et soit obligée d'être faire soigner où elle peut, en réalité. Ça, pour moi, c'est... Voilà. Après, clairement, on aurait pu s'arrêter à la Déclaration des droits de l'homme, d'après moi. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Alors, merci. On sent un engagement fort sur ces questions-là. J'avais envie de donner la parole à Florence Maya, parce que, justement, j'aimerais bien avoir ton regard sur ce virage inclusif dont nous parle le docteur... dont nous parle Sandra, on va simplifier les choses, dont nous parle Sandra. Parce qu'au regard de tes casquettes, justement, de directrice et puis de nombreux services et médico-sociaux, voilà, j'aimerais bien avoir ton avis, s'il te plaît. Florence.
Petit problème technique chez Florence, non? C'est bon, le micro juste, Florence. C'est bon, voilà. J'arrivais plus à trouver le micro. Excusez-moi. Oui, bah, écoutez, bien sûr qu'on peut que adhérer aux propos du docteur Salomon Gisclard. Effectivement, en tant que citoyen, toute personne en situation de handicap en tant que citoyen devrait avoir droit à un accès facilité au système de santé, droit à choisir le praticien ou n'importe quel acteur de santé dans le droit commun. Moi, je rejoins complètement les propos en notant dans ma pratique que la réalité, elle est nettement plus complexe encore aujourd'hui et qu'elle se heurte certes à des niveaux différents, d'abord à des problèmes d'accessibilité physique souvent, à aussi des problématiques qui ont été soulevées de personnes qui n'arrivent pas à comprendre correctement la réalité de la personne en situation de handicap. Et toutes ces difficultés d'accès au sens large du terme font qu'on assiste à des faibles de recours à certains soins qui sont considérés comme moins fondamentaux ou moins urgents, comme des soins de prévention par exemple, ou des soins qui ne relèvent pas du handicap principal de la personne. Je pense par exemple pour les personnes polyhandicapées, ils auront accès à ce qu'ils jugent comme indispensable, tels que la neurologie par exemple ou l'orthopédie. Mais par contre, c'est un véritable parcours du combattant pour trouver des soins dentaires, ophtalmologiques, gynécologiques. Et souvent, il y a un renoncement du coup sur ces soins qui sont considérés comme moins fondamentaux dans le handicap. Au niveau de l'accessibilité, pour revenir à l'accessibilité physique, c'est vrai qu'un certain nombre de praticiens de ville, en particulier dans les grandes villes, et Nice en est un exemple, avec des immeubles bourgeois qui encore aujourd'hui sont peu accessibles, avec des praticiens qui sont en étage, dans des locaux qui ne permettent pas encore aux personnes polyhandicapées en fauteuil roulant à pouvoir accéder aux praticiens en ville. Merci Florence, merci. Je crois que c'est intéressant peut-être maintenant d'avoir un peu le regard peut-être des premiers qui sont concernés. C'est pour ça qu'on a voulu absolument que Alicia, tu puisses venir nous expliquer un peu les difficultés que tu peux rencontrer. Et puis je laisserai après la parole à ta mère, à ta maman, et ensuite à une autre maman, Maya Lozic. Donc Alicia, toi, quelles difficultés tu peux rencontrer, s'il te plaît? Je suis plus autonome au quotidien, mais quand je dois aller voir le médecin, je vais toujours avec mes parents parce que c'est difficile. Parfois, les médecins parlent trop vite et parfois, ils disent c'est tellement compliqué. Je me méfie en libéral. Je me méfie aussi des psychologues en libéral. Ils ne me connaissent pas et ils ne connaissent pas la trisomie 21. En fait, je me méfie des médecins, des psychologues, des infirmières qui ne connaissent pas la trisomie 21. S'ils connaissent, je ne me méfie pas, j'y vais sans problème. Ce que tu dis, voilà, c'est les difficultés pour y aller. Alicia, je crois que tu as ton appartement, c'est ça? Tu peux nous dire un peu? Oui, j'habite chez moi. Oui, j'habite chez moi. D'accord, on est tranquille, hein, on est entre nous. Il y a juste 80 personnes, mais on est entre nous. Hein. Pas de stress, réponds tranquillement à ta manière, hein, il n'y a pas de souci. Alicia, tu travailles également? Je travaille. Qu'est-ce que tu fais? Comme vedette de H&M. D'accord. Et le matin, tu pars, tu y vas toute seule? Oui. Je prends le 9 et je tape l'école. D'accord, donc tu es complètement autonome pour aller toute seule te déplacer pour aller au travail? C'est ça. D'accord. En revanche, ce que tu dis, c'est intéressant, c'est que là, pour le coup, d'aller chez le médecin, il faut absolument que tu sois accompagné par ta mère. C'est ça. D'accord. Et ça, tu aimerais pouvoir le faire toute seule, ces démarches-là? Ne te laisse pas influencer par maman. Ma mère aussi, elle m'influence tout le temps. Ma mère, elle me dit toujours, mais vas-y, est-ce que toi, tu aimerais le faire toute seule? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. D'accord.
Ok. Là, on est vraiment sur ces questions-là de savoir si par la suite, justement, tu peux, comment faire pour que tu puisses y aller toute seule. Je te remercie, Alicia. De rien. Hein, on se voit bientôt. Myriam, je te laisse la parole en tant que maman. Alicia, ne lui souffle pas les réponses à l'oreille, hein, Myriam. Hein, attention. Hein. Bon, je vais essayer de retracer très rapidement le cheminement dès la naissance d'Alicia. Déjà, dès le départ, dès l'annonce du handicap, on a eu déjà un petit souci dès le départ parce que le pédiatre, je dirais, dès la naissance, ne voulait pas venir me voir tout de suite. Il voulait me laisser, enfin, je serais restée avec mes questionnements puisque c'est moi qui avais remarqué qu'elle avait les yeux bridés. C'était mon… Et donc, il voulait attendre 3 jours pour pouvoir venir sous prétexte que… Enfin, bref. Et quand il est venu, puisque j'ai insisté, il est venu, il me fait « écoutez, vous êtes confrère, vous savez ce que c'est que la trisomie. Donc voilà, oui, effectivement, elle est ceci, elle est cela. » Il m'a fait un descriptif de l'hypotonie, etc. Et il a quand même oublié sérieusement que j'étais mère avant d'être médecin. Et avant d'être médecin pédiatre. Et pareil, par rapport à la confirmation du karyotype, elle a été faite par téléphone. Je n'ai pas eu de réunion de conseil génétique, j'ai rien eu. Donc, heureusement que j'étais bien entourée, parce qu'on sait quand même que l'annonce du handicap, les premiers jours sont, je dirais, déterminants pour la vie de famille. Pour la relation avec le bébé. Et donc, c'est vrai que j'étais très bien entourée point de vue famille et mon gynéco-obstétricien a été très présent et nous a bien aidés. Après, c'est vrai que quand elle était toute petite, c'était moi qui m'occupais du médical et du paramédical. Là, puis, au fur et à mesure, bien sûr, Alicia a grandi, elle est autonome au quotidien et elle vit dans un appartement à 20 minutes de chez nous. Et elle a un métier comme vendeuse dans une boutique de prêt-à-porter. Mais c'est vrai que malgré toutes ces compétences, nous sommes toujours obligés d'intervenir en matière de soins. Donc, c'est vrai que bon, là, elle a eu, par exemple, tout au long de l'année, de ces années d'adolescence, elle a eu des problèmes neurologiques, problèmes au niveau des vertèbres cervicales, problèmes au niveau de poids. Bon, nous avons été aidés par les médecins de la plateforme Trisomie pour pouvoir effectivement assurer les visites et les hospitalisations. Ce sont eux qui ont fait une information et une formation aux médecins sur les spécificités de la trisomie, parce que c'est quand même très spécifique. Et c'est eux qui ont, et au niveau des paramédicaux aussi. Et je donne un dernier exemple qui est pas loin, et après je vous laisse la parole. C'est la semaine, enfin il y a 15 jours, elle est allée à une consultation diététique avec un médecin généraliste diététique qui était soi-disant nutritionniste. Qui avait été préparé par le médecin et l'infirmière de la plateforme qui ont expliqué les spécificités, mais le médecin n'a pas voulu écouter ce qu'on lui disait, n'a pas vu quelle était la personne qui était en face d'elle et elle n'a pas du tout été dans la démarche. Et du coup, le suivi n'a pas été du tout adapté et la consultation même n'a pas été adaptée. Donc, c'est vrai que, bon, à l'inverse, c'est vrai qu'elle est suivie par un cardiologue, par un chirurgien dentiste, par la société d'oxygène. Alors, eux, par contre, c'est génial et elle leur répond, elle est heureuse de les voir. Ils prennent leur temps, ils l'écoutent, ils la conseillent et elle les écoute. Et ça, c'est vrai que c'est très appréciable. Je te remercie, Myriam. Je peux prendre une seconde la parole, je ne sais pas du tout. Voilà, juste pour relayer, parce qu'effectivement, le dernier exemple de la nutritionniste pour Alicia et Myriam est extrêmement, pour moi, important, parce que voilà un exemple où là, on fait des démarches, on prend le temps d'appeler, on prend le temps de discuter longuement avec cette médecin, l'infirmière Magali prend le temps aussi, va aller avec Alicia au rendez-vous, c'est-à-dire que même en essayant de faire… bien, on va dire, eh ben, ça a complètement, ça n'a vraiment été effectivement pas du tout adapté. J'allais employer un mot un peu grossier, mais je vais essayer de faire attention parce qu'il y a quand même un certain nombre de participants. Mais effectivement, voilà. Pourquoi alors, j'ai envie de dire pourquoi?
Alors, je vais pas être grossière, mais parce que on va pouvoir parler de beaucoup de freins, c'est très joli, c'est très, voilà, il y a beaucoup de choses et c'est vrai, mais tout simplement parce qu'il y a pas non plus que des gens très bien partout et il y en a juste qui n'ont pas envie. Hein. Alors, c'est très joli de dire tout le temps aussi la peur, on en reparlera. Souvent, on me dit non, mais Sandra, tu es un petit peu trop, tu t'enflammes un peu vite, tu sais, déjà, les gens souvent, c'est juste qu'ils ont peur ou des choses comme ça. Il y a aussi des cons. Oui, après, comme le dit Serge Tomazet, qui est un chercheur avec lequel on travaille sur des projets, il dit toujours que si les personnes agissent d'une certaine manière, c'est qu'elles ont des raisons pour cela. Alors, il y a forcément des gens pas très bienveillants, mais est-ce que vous voyez juste d'autres raisons? Moi, j'ai une autre raison, je peux la dire. Bien sûr. C'est qu'actuellement, la médecine enfin, les médecins sont surbookés, ils ont un quart d'heure de consultation mais ils écoutent à moitié ce que vous leur dites, de toute façon, que ce soit pour un enfant donc porteur de trisomie ou que ce soit pour un adulte normal, quoi. Je veux dire, moi, le nombre de fois où j'ai vu des médecins qui écoutaient à moitié ce que je disais, je peux les compter là. Oui, alors je vais donner pour le coup bientôt la parole à David hein, sur ça, il me semble important. Je voulais juste relayer parce que vous avez la possibilité, toutes les personnes qui nous écoutent, de passer par le Q&R, questions et réponses. Et il y a déjà un peu des remarques et il y a une remarque d'une personne qui s'appelle Marianne Lacroix. Je suis bénéficiaire du SAMSA, je n'ai pas la trisomie 21, donc elle doit parler du SAMSA trisomie 21. Mais en général, elle dit « j'ai des difficultés à comprendre dans mon quotidien et je demande à ma mère de venir la plupart du temps pour aller voir un médecin ou un spécialiste ». Ça, je trouve ça intéressant, sa remarque. J'avais deux choses, moi je voulais renvoyer sur David. À la fois, Myriam a parlé du diagnostic. Ça m'intéresse juste de te questionner, David, parce que effectivement, la première annonce du handicap, c'est déjà la première relation avec son médecin. Qu'en est-il justement puisque tu es dans la formation hein, au niveau de l'université, je crois, qu'en est-il justement de cette formation par rapport à la question du diagnostic? Ça sera ma première question. Et la deuxième chose, pourquoi alors, ce que dit Myriam, pourquoi est-ce que c'est de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe chez les médecins dans cette rencontre avec le patient avec un handicap? Merci Vivien. Alors oui, depuis tout à l'heure, on parle pas mal des médecins et peut-être de leurs difficultés à pouvoir assumer un soin, on va dire, peut-être digne ou acceptable pour les patients qui ont un handicap. Donc, ce que je n'ai pas précisé effectivement tout à l'heure, c'est que je suis directeur du département d'enseignement et de recherche en médecine générale et que j'ai la charge de coordonner donc, les enseignements pour les futurs médecins généralistes. Donc, je crois que tout ce qui a été dit est assez vrai, hein, que ce soit sur un ressenti, en tout cas justifié des patients, mais que ce soit aussi sur le versant de certaines difficultés que les professionnels de santé ont. Et mon intervention sera quand même plutôt dans le sens des solutions qu'on essaie de mettre en place, maintenant que cet état de lieu est, je pense, largement partagé et que je pense que les gens qui sont ici, tant en tant qu'intervenants comme dans le public, sont sensibilisés et ont dû éprouver certaines de ces difficultés-là. Donc, mais sur la question du diagnostic, David, justement, est-ce que c'est quelque chose maintenant qui est dans le cadre des formations, par exemple, des médecins? Est-ce que c'est concret? Donc, ce que j'allais dire, hein, donc, je pense qu'il y a différents aspects. Dans les solutions, il y a évidemment la formation initiale et la formation continue, qui est le terreau sur lequel, en fait, les pratiques vont pouvoir se développer. C'est sûr que s'il n'y a pas de formation au handicap dans la formation initiale, on va avoir du mal derrière à faire entendre aux professionnels de santé qu'il s'agit de compétences qu'ils doivent acquérir pour être des bons professionnels. Alors, moi, je vous parle de la médecine générale parce que c'est ce que je maîtrise le plus. Il y a un référentiel de compétences qui dit assez clairement qu'on doit garantir un égal accès aux soins aux différentes populations. Et d'autant plus quand on est médecin libéral conventionné en secteur 1, et je le rappelle, parce que vous avez parlé beaucoup de dispositifs du droit commun, mais au final, c'est donc tout l'esprit de la sécurité sociale. Hein. On cotise à hauteur de ses moyens et on consomme à hauteur de ses besoins. Donc évidemment, ces personnes avec un handicap ont plus de besoins d'accompagnement que les autres. La question, c'est est-ce que on arrive à mettre en place ce qu'il faut pour voir leur apporter
des solutions à la hauteur de leurs besoins. Et donc, je reviens sur la formation initiale. On a la chance donc d'avoir pu mettre dans le cursus de médecine générale, en accord avec nos missions, la mise en place d'un module autour de l'accompagnement des personnes avec un handicap. Alors, je vois Sandra trépigner dans le sens où elle va me dire « oui, c'est très très bien, mais ce n'est pas un module obligatoire ». Effectivement, ce n'est pas un module obligatoire. Il est pour l'instant optionnel. Bientôt obligatoire. Probablement bientôt obligatoire. Après, je suis obligé aussi de mettre en regard le fait que la formation est quand même orientée sur la prévalence des situations auxquelles les professionnels sont confrontés. Et donc, force est de voir aussi que le handicap, ça n'est quand même pas la majeure partie des consultations que les médecins ont à gérer. Cependant, comme je l'ai dit dans mon propos initial, ça reste quand même des situations dans lesquelles ils doivent s'investir beaucoup. Et donc, même si ça concerne peu de patients, ils doivent être très bien formés parce que c'est des situations qui rapidement peuvent les déborder et poser des problèmes et pour lesquels ils vont botter en touche et probablement envoyer vers certaines structures, voire la handiconsulte. Quant au mieux, ils la connaissent parce que ce n'est pas du tout évident. D'où l'errance de certains, l'errance diagnostique, et j'en reviens au diagnostic, de ces patients-là. J'ai été un peu long, je suis désolé, mais il faut poser le contexte. Je vais juste laisser la parole à Maya, mais j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas qui de la poule ou de l'œuf est arrivé le premier? C'est-à-dire qu'effectivement, les médecins n'ont pas de personnes en situation de handicap peut-être en consultation, mais peut-être aussi que les personnes en situation de handicap, d'un point de vue historique, puisque c'était les spécialistes du secteur qui les accompagnaient, peut-être qu'ils n'ont pas non plus, peut-être du fait de ce que disait Dr Sandra Salamanca, des difficultés à être bien accueillis, peut-être qu'eux aussi n'ont pas tendance à aller chez le médecin. Moi, le dentiste me fait très mal aux dents, donc je n'y vais pas trop souvent. Vous voyez, c'est un peu le. Avoir juste un droit de réponse avant de laisser la parole. C'est tout à fait juste. Et alors, je ne veux pas rajouter de la complexité à une situation qui est déjà bien complexe, mais dans l'organisation des soins et dans le développement des compétences des professionnels de santé, alors vous pardonnerez ce vocabulaire, mais c'est quand même un peu ça, il y a une répartition des parts de marché. C'est-à-dire que, OK, on dit il faut que les médecins généralistes ils soient formés et qu'ils accueillent tout, mais quand on en parle à certains professionnels ou à certaines institutions, à moins qu'elles soient débordées, elles pensent avoir aussi un certain monopole dans la prise en charge de ces situations-là parce qu'elles ont l'expertise, etc. Ce qui n'est pas, de mon point de vue, faux en partie, mais l'idée, c'est d'avoir un parcours de soins où on puisse utiliser des gens avec plus de compétences pour des situations qui le requièrent, mais pour les situations qui ne sont pas finalement si compliquées que ça, que le médecin généraliste puisse gérer de façon autonome. Mais c'est ce continuum avec probablement une rupture de contact ou de lien entre les différents acteurs du parcours de soins des patients avec un handicap qui n'existe pas réellement de mon point de vue. C'est ce que disait un peu tout à l'heure le docteur Sandra Salamanca par rapport à la question d'handiconsulte. Il y a un moment donné, effectivement, il y a du matériel, il y a des choses qui seraient peut-être plus compliquées, mais en revanche, sur des consultations plus classiques, pourquoi ne pas aller chez son médecin de droit commun? J'ai envie de laisser la parole à Maya Lozic, qui est maman d'un jeune homme, mais elle le présente tellement bien que je vais la laisser parler. Bonjour à tous, je vous présente. Je suis maman, comme quoi il est toujours avec moi. Ouais. Je suis maman d'Ernesto, 14 ans, et depuis toujours l'accès à la santé est extrêmement compliqué, encore plus aujourd'hui où c'est pleinement et grandement un adolescent, un garçon adolescent de 14 ans. Je pense, comme je le disais lors de notre préparation, et Monsieur David Darmon, vous étiez d'accord qu'il faut vraiment revaloriser les actes de soins pour prendre en considération ne serait-ce que le fait qu'il faut prendre plus de temps, par exemple, et je dirais plus de douceur aussi. Sandra, qui était pour nous le seul médecin qui a réussi à être avec Ernesto, j'ai envie de dire, c'est tout simple. Il ne s'agissait pas d'être, je pense, ni formé, ni spécialisé. Je dis toujours, c'est une histoire de cœur plutôt, et d'humanité, puisqu'elle a simplement pris toute la dimension de l'être de mon garçon et je suis certaine qu'elle en fera autant avec
tous les autres enfants, c'est-à-dire le corps et l'environnement en prenant le temps et par exemple, en prenant en compte que Ernesto ne supporte pas le lit ou de s'asseoir sur le lit ou de faire la consultation sur une chaise. Voilà. Et voilà, c'est tout. Je pense, et je le répète, qu'il s'agit vraiment d'une question de cœur et d'humanité beaucoup plus que de formation. Et je rejoins Monsieur David Darmon. Vous disiez également l'autre jour, la fréquence aussi était très importante parce que je pense que on devrait, si vous voulez, ce que je fais avec Ernesto au-delà du domaine médical, c'est que je l'emmène partout. Et je pense que la société ainsi que le milieu médical, dans ce cas, devrait tout simplement être plus souvent près de nos enfants, dans la rencontre avec les enfants, les jeunes, les personnes exceptionnelles pour avancer ensemble, pour apprendre à se connaître. Merci Maya. Et ça réagit énormément, je vais te laisser la parole, Sandra, ça réagit énormément sur les questions-réponses, avec beaucoup de témoignages, c'est chouette, de personnes, de familles justement, sur ces questions-là. Sandra? Non, oui, je vois aussi les questions-réponses et j'en profite parce que c'est vrai que je tiens quand même à m'excuser parce que tout à l'heure, j'ai employé un mot qui n'était pas très sympa, effectivement, envers les médecins, etc. Quand on parlait tout à l'heure par rapport à Alicia, c'était certes extrêmement inapproprié. Ceux qui me connaissent savent que j'ai beaucoup de mal à ne pas m'enflammer quand on parle de ce type de sujet. Je suis très consciente que dans les participants, il y a énormément de médecins et de personnel médical, paramédical, et que tout le monde fait d'énormes efforts. C'est juste que là, c'était une situation qui vient d'arriver, qui a été, qui nous a vraiment touchés particulièrement. Donc, j'ai été un petit peu dans l'excès et dans l'émotion, et je m'en excuse auprès de tous. Alors, l'idée, c'est aussi ne pas être que, comme le dit David, sur des choses, dans des difficultés, on les connaît, mais c'était important quand même de faire ce préalable. Juste avant, je voudrais avoir quand même, est-ce que vous en voyez d'autres qui sont importantes à nous faire connaître? Et ensuite, je pense notamment à Sandra Salamon et Dr Darmon. Et enfin, j'aimerais donner la parole à Mathilde Abrun, parce que Mathilde Abrun vient de terminer ses études. Donc, j'aimerais bien aussi avoir son regard qu'elle peut porter alors en tant que jeune médecin, voilà, pas docteur, on m'a dit, mais jeune médecin. Est-ce que sur les difficultés, il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole? Avant Mathilde? Mathilda, pardon. C'est bon? Oui, Mathilda. oui. Maya, elle dit qu'il y a effectivement l'humanité vachement importante, mais c'est vrai qu'il y a quand même la formation aussi est importante parce que les spécificités de la trisomie 21 avec toutes les malformations qui sont associées, il faut qu'on la connaisse, il faut qu'on les connaisse et qu'on sache exactement. Je donne un exemple. Par exemple, ils sont très résistants à la douleur, ils ont des difficultés de communication, ils connaissent pas bien leur corps, ils sont difficiles à être ils ont des difficultés à être autonomes. Donc tout ça, il faut quand même que les médecins soient au courant et le sachent. Parce que c'est vrai que ça leur permet justement d'avoir un abord beaucoup plus simple et moins, je dirais, ils ont moins peur, quoi. C'est moins peur parce qu'en fin de compte, c'est l'inconnu. On a une personne qui est en face et qui ne sait pas comment exprimer son mal. L'autre personne, elle va pas y rester 2 heures non plus. Donc, elle va tout de suite couper court. Et puis effectivement, ça peut être n'importe qui, d'ailleurs. Ça peut être médecin ou autre. Je veux dire, je me cantonne pas que sur les médecins. Mais c'est vrai que c'est très important quand même de leur expliquer exactement ce qu'ils peuvent attendre quand ils ont une personne porteuse de trisomie en face d'eux. Mathilda, donc jeune médecin, c'est ça? Vous avez brillamment vos études en plus, je crois. Merci, c'est gentil. Oui, donc c'est vrai que moi, pour rebondir sur ce qu'ont dit tous les participants, le docteur David Darmon et tous les autres, c'est vrai que la formation en médecine générale, concernant le handicap, je pense qu'on peut faire mieux et effectivement des formations obligatoires qui là, ce n'est pas le cas. Mais bon, il y a quand même des leviers, ça s'est amélioré durant toutes nos études qui sont assez longues, 10 ans. On en parle, je pense, beaucoup plus qu'il y a plusieurs années. Donc, il y a quand même des points positifs là-dessus.
Après, c'est vrai qu'il y a aussi les stages. Donc, moi, j'ai pu faire un stage de 6 mois avec Sandra, le docteur Salamon Giscard, qui m'a beaucoup appris et qui, du coup, m'a permis d'adapter ça maintenant dans ma médecine générale et de pouvoir prendre plus sereinement et avec de meilleures compétences en charge les personnes atteintes de handicap. Donc, c'est important aussi. Il y a des stages. Donc, comme quoi, la faculté de médecine nous donne quelques armes pour pouvoir être prêt dans notre pratique. Mais c'est vrai que ça reste un peu marginal et que dans, on va dire, notre quotidien et au niveau des internes, c'est vrai qu'on n'en parle pas énormément et beaucoup sont un peu démunis parfois face à ces situations. Merci Mathilda. Sylvain et Maria, là, j'aimerais vraiment avoir votre éclairage, parce que là, on a parlé des médecins, etc. J'aimerais bien avoir votre retour, vous, en tant que professionnel, ergothérapeute, psychologue. Maria, on est galant? À toi? Oui, merci. Oui, donc effectivement, on peut rencontrer exactement le même type de difficultés lorsqu'il s'agit d'un accompagnement psycho en libéral. Donc, on a un certain nombre de difficultés toujours. La première relevée par tous les acteurs du terrain étant l'aspect financier. Donc, il reste quand même assez complexe pour de nombreuses familles de venir financer des consultations de suivi au long cours, de venir financer des bilans ou des rééducations à un neuropsycho lorsque c'est nécessaire. Donc, ça reste des choses difficiles. Donc, elles vont aller plus vers les acteurs médico-sociaux pour lesquels c'est financé, on va dire, c'est ça? Et oui, parce que dans tous les établissements, les suivis font partie des accompagnements proposés. Donc voilà. Et autre chose, je rejoins un petit peu tout ce qui a été dit par rapport aux besoins de formation, ce qui est aussi indispensable par rapport à tout ce qui peut être en lien avec la trisomie 21 et l'importance de connaître tout ce qui relève de la trisomie 21 pour ne pas tout de suite associer sur des pathologies autres. Voilà, comme tout ce qui est la manière de s'exprimer, le temps de latence, le besoin de temps justement, et prendre ce temps-là d'échange, de discussion, enfin, voilà, il me paraît quand même assez important. Sylvain, l'ergothérapie justement est aussi concernée ou... Déjà, sur l'aspect financier de ce que disait Maria, effectivement, l'ergothérapie en libéral n'est pas encore conventionnée avec la sécurité sociale, donc il y a déjà effectivement cette problématique qui va limiter l'accès. Sur la deuxième partie, par rapport à la connaissance, alors effectivement, moi j'ai peut-être une autre approche. C'est vrai qu'en ergothérapie, l'accès aux soins, c'est d'abord l'accès aux activités. Donc en fait, qu'on reçoive une personne avec une trisomie, avec un autre type de handicap, on va s'intéresser aux activités qu'elle a besoin de réaliser. On inverse un petit peu le processus. Du coup, c'est vrai qu'on a peut-être moins besoin d'avoir une spécificité autour de tel ou tel handicap pour pouvoir aborder une problématique. On va dans tous les cas essayer de chercher les freins et les leviers qui vont permettre à la personne de réaliser ou non certaines activités. Alors après, bien sûr, par contre, que ça demande d'avoir une certaine connaissance quand on travaille avec un public de personnes porteuses de trisomie 21, parce qu'il y a quand même des spécificités auxquelles on n'est pas forcément formé de manière spécifique en ergothérapie. Autour, par exemple, des outils de communication qu'on pourrait mettre en place pour permettre à la personne de s'exprimer et d'exprimer ses besoins, permettre à la personne de dire quelles activités elle souhaite ou non réaliser. Donc, peut-être qu'autour de cet aspect-là, effectivement, il y a des choses qui peuvent être aussi améliorées de ce point de vue-là dans le parcours de formation des ergothérapeutes, autour de tous les outils qu'on peut mettre en place pour que finalement le projet de vie de la personne soit mené par elle-même et non pas peut-être par la famille. Voilà. Après, voilà, sur la notion d'environnement inclusif dont on a parlé, c'est vrai qu'on est beaucoup autour du médical. Après, on pourrait l'étendre aussi au niveau de l'éducation, au niveau de l'environnement professionnel, où il y a vraiment tout un tas de choses à mener. Donc, pour pouvoir aller sensibiliser un environnement aux spécificités de la trisomie 21, évidemment, il faut quand même avoir une certaine connaissance de base des choses qu'on peut mettre en place.
Ok, merci Sylvain. Alors, je sais que tout le monde a envie d'aller justement sur la question des leviers, c'est ça l'intérêt de cette table ronde. Donc, Sandra, je te laisse, quels sont selon toi les leviers justement aujourd'hui qui existent déjà, hein, sûrement, et peut-être qui sont à imaginer? Oui, alors je crois que c'est vrai qu'on en a déjà un peu tous parlé. Alors, on va aller très très vite sur le côté effectivement financier, parce que celui-là, bon, il y a un souci financier, que ce soit pour toutes les professionnels de santé, médecins, paramédicaux, effectivement tout ce qui est psychomote, ergo, psycho, qui ne sont pas remboursés, sauf dans les structures justement spécialisées. Donc clairement, il y a un souci au niveau financier. Je laisserai peut-être tout à l'heure David prendre un peu la main sur le côté, sur les médecins généralistes. On peut dire qu'il y a un petit effort quand même déjà de fait, puisqu'il existe maintenant des cotations un petit peu plus importantes, etc. Mais c'est vrai que ce frein-là, c'est vrai que là, on a un peu de mal au niveau des leviers. Je pense que c'est là, il y a un très, très gros travail à faire. Et voilà, je ne sais pas tout à fait encore par où, mais il va falloir essayer de le lever. Après, sur les leviers qui sont déjà d'actualité et qui peuvent justement continuer, je pense qu'on a tous entendu le côté d'information, formation, sensibilisation. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on fait déjà énormément. Je pense un petit peu tous, nous au sein de la plateforme Trisomie 21, c'est vrai qu'avec l'appui du dispositif ressources environnement, on y travaille énormément. Il y a déjà des sensibilisations. Alors, on peut partir du plus petit, de la crèche, dans les écoles, au niveau de tout ce qui est, si on reprend sur le côté santé, vraiment tout ce qui est école d'infirmière, auxiliaire de puère, sage-femme, puère. Maria reprendra sur le côté, bien sûr, psycho tout à l'heure. Effectivement, comme disait David, l'enseignement complémentaire module handicap à la fac de médecine, mine de rien, ça peut sembler pas assez. Je le vois bien dans les questions-réponses, que c'est quelque chose qui est extrêmement demandé. Alors, on est vraiment tous d'accord qu'il manque vraiment, en tout cas, je parle pour tous, mais là, au niveau des médecins, quelque chose dans la formation. C'est vrai qu'on essaye. Je pense que finalement, là, mine de rien, quand on regarde un peu dans toutes les facs de France, on n'est pas si mal que ça, quand on va le passer, bien sûr, en module obligatoire. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Je pense après, ça va peut-être sembler un petit peu idiot aussi, mais c'est sur le levier principal. Je pense qu'il est beaucoup plus large, qu'il est très sociétal. Je pense malheureusement que en France, on n'y est pas encore, en tout cas, dès le plus jeune âge, à la crèche, à l'école, les parents, l'environnement, la vie de tous. Il faudrait déjà apprendre à vivre dans le respect de tous, sans peur de la différence et sans peur de l'autre. Et ça commence dès le plus jeune âge. C'est le levier, le principal, tout simplement, me semble-t-il. Ok, je relais un peu les postes, je trouve ça intéressant. Donc d'abord, il y a effectivement Dr Jean-Pierre Flambard qui prenait, je crois, qui mettait qu'on dit consulte comme levier. Je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, avec aussi la question après de complémentarité avec le droit commun. Il y avait une remarque là qui était très très intéressante. C'est monsieur Alexandre Louis qui parle de labellisation, de labelliser les lieux. Qu'en pensez-vous? Est-ce possible? Pourquoi pas? Pourquoi on n'y a pas pensé avant? Alors, oui, vas-y, David, pardon. Je pense qu'il le dit aussi dans sa question. Le problème de faire ça, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont chercher ce label et pas d'autres. Si on estime que ça doit être du droit commun, il n'y a pas de labellisation, il y a plutôt une pénalisation de ceux qui ne le mettent pas en place. Donc, moi, je pense qu'en fait, quand ça ne marche pas spontanément, on laisse le temps aux gens de s'organiser ou pas. Alors, après, pour parler du problème spécifique de Nice sur l'accès aux soins, on ne bougera jamais tous les médecins généralistes qui sont dans leur cabinet dans des vieux bâtiments. Ça, c'est illusoire et ça me paraît être contre-productif et plutôt, voilà, c'est peut-être pas forcément le bon cheval de bataille qu'il fallait enfourcher pour cette problématique-là, mais c'était peut-être plus d'assurer un certain volume de patientèle porteurs de handicap et pas forcément des handicaps moteurs. Il y a plein d'autres handicaps qui font qu'on peut recevoir ces gens-là avec d'autres dispositifs qui n'ont pas forcément un rapport avec la mobilité. Mais par exemple, nous, on a essayé de mettre en place un apprentissage sur la langue des signes, etc. Enfin, en tout cas, c'est l'environnement capacitant pour les personnes et pour les professionnels pour assurer une consultation. C'est ça dont il s'agit. Et effectivement, c'est une histoire de culture commune de la population. En fait, ça s'ancrera beaucoup plus dans la formation des médecins et des professionnels de santé au sens large, qui a un terreau
qui est mis en place dans l'éducation nationale dès le plus jeune âge autour de ces problématiques. Florence, au niveau justement des leviers que vous pensez importants à activer ou qui existent déjà? Alors, d'abord, je ne sais pas si l'accessibilité dont il était parlé au niveau du centre-ville était reliée à propos, mais je le situais dans un contexte plus global. Hein. L'accès pour moi n'est effectivement pas que l'accessibilité des bâtiments. Je relevais juste une concentration dans le cadre qui me concerne du polyhandicap de spécialistes qui souvent sont au centre-ville et dont on se heurte tout de même à cette difficulté-là. Mais je ne réduis absolument pas l'accessibilité à l'accès du bâti, loin s'en faut. D'ailleurs, je pense que dans tout ce qui a été dit, il n'y a vraiment pas de grande disparité sur les constats, quelle que soit la place d'où l'on parle, que je pense qu'on se rejoint tous sur les constats sur une santé inclusive, que l'on soit praticien, parent, professionnel, quel que soit le secteur d'activité. On peut par contre, effectivement, probablement aussi se rejoindre sur une certaine contrariété, sur des mobilisations, des dynamiques, des investissements importantes et qui sont parfois un peu en décalage avec les constats et les attentes, en fait. On est un petit peu décalé sur ce qu'on investit, la dynamique de beaucoup. Et l'inertie du système global. Je crois que là, probablement, on se rejoindrait aussi sur le fait qu'il y a de nombreuses volontés et qu'on ne repère pas tout de suite des résultats à la hauteur de l'investissement de chacune des personnes qui sont présentes aujourd'hui. La question du temps qui était posée par un certain nombre d'entre nous et posée par Myriam Messissi, je pense qu'effectivement, même s'il y a des majorations de cotation, la question du temps, ça reste quand même une problématique importante parce qu'on le sait tous, une personne handicapée et en particulier dans les handicaps complexes, polyhandicap, troubles psychiques, la question du temps est une vraie question centrale. Il est nécessaire de prendre beaucoup plus de temps avec ces personnes-là qu'avec une personne lambda. Après, il y a des avancées. Oui, on constate des avancées. C'est une thématique qui, d'ailleurs, fait l'objet d'un groupe de réflexion au sein du Conseil territorial de santé. Ce Conseil territorial de santé, pour rappel, est mis en place par les ARS et réunit un certain nombre de représentants du secteur sanitaire, du secteur libéral, du secteur médico-social, mais également des représentants des usagers. Donc déjà, en faire une thématique centrale de réflexion au sein de ce conseil, c'est montrer qu'il y a une volonté de faire bouger les lignes et de mettre autour de la table et dans une instance qui a comme rôle quand même de coordonner et de positionner la politique stratégique en santé sur les territoires. Donc pour moi, c'est quand même une action forte. On a aussi nommé les plateformes et les unités mobiles qui fleurissent aussi dans le milieu médico-social et dont la mission pour un certain nombre d'entre elles sont là pour sensibiliser les acteurs de santé au sens large, médecins, paramédicaux et lieux où chaque personne peut trouver une réponse en termes de soins. Et le dernier point que un certain nombre d'entre vous ont également évoqué, c'est clair que la formation et la sensibilisation des différents professionnels reste importante, même si, comme le soulignait le docteur Darmon, les notions de prévalence et de former qui pour combien de personnes sont d'actualité, mais les unités mobiles et les plateformes peuvent aussi compléter une formation de base dans les différentes spécialités, je pense.
Ok. Sandra, est-ce que pour compléter justement sur cette question des leviers, et après je voudrais vraiment qu'on consacre du temps, les 10 dernières minutes justement à la présentation du site Santé Inclusive 2.1. Et je tiens à dire, parce que sur un commentaire, il y a à dire, mais il faut penser aussi aux orthophonistes, nous aussi, Oui, justement ce site. Et on ne pouvait pas mettre tous les acteurs existants autour de la table, mais ce site fait une place aussi et pense justement à l'importance de ce suivi-là. Sandra, pour compléter? Non, mais c'était ça. En fait, je voulais relayer parce que, du coup, dans les leviers, etc., justement, alors, c'en est un parmi tant d'autres, mais justement, des choses un peu à créer ou à innover. Justement, le site que je vais présenter tout à l'heure, ce qu'on a essayé de chercher, mais c'est parce que ça sert de levier là, sur le temps de la consultation ou des choses comme ça, ça peut jouer aussi avec des sites de ce style. L'idée, c'est de faire des petites choses pratico-pratiques, justement, de donner des petites boîtes à outils, des choses comme ça, sur justement tout ce qui est communication augmentée ou des petits outils pour les psychomotes, les ergos, pour que le médecin, dans une consultation, clique sur le site et voit directement un petit tableau simple et pratique. En fait, voilà, un des leviers, c'est aussi peut-être de trouver des petits outils assez simples, mais justement pour permettre la communication, pour permettre quelque chose d'efficace, simple et pratique, et en tout cas pour essayer d'alléger un peu les choses au lieu de les alourdir, parce qu'en réalité, voilà, cette petite boîte à outils, elles sont pas si compliquées que ça. Il faut juste savoir qu'elles existent, il faut juste pouvoir les repérer, savoir qui pouvoir contacter quand on est un peu démuni, savoir prendre le temps. Parce qu'on parle beaucoup du temps des consultations. Alors, par exemple, pour les consultations de médecine, mais des fois, les consultations sont très longues parce que quand on ne sait pas, on cherche un peu, ça peut être très long, notamment pour les dossiers MDPH. Il suffit des fois de scinder les consultations en plusieurs consultations et de faire étape par étape en se donnant le temps de chercher dans la boîte à outils pour la consultation d'après. Des petites choses un peu pratico-pratiques aussi. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole justement sur cette question aussi des perspectives, des leviers? Alors, on ne va pas tout résoudre aujourd'hui, ce n'est pas le but, c'est réfléchir, ça fait du bien déjà, donc il n'y a pas de souci. Mais est-ce que d'autres personnes veulent intervenir sur cette question des leviers? Juste pour compléter les propos qui viennent d'être donnés, dans le polyhandicap aussi est en construction un kit pédagogique dans le même état d'esprit, de pouvoir avoir une boîte à outils qui réduisent le temps et qui permettent de préparer la consultation et d'orienter les professionnels. Et comment alors c'est chouette, on voit qu'il y a vraiment des initiatives à droite, à gauche. Comment les médecins, je présume, ils ne sont pas forcément toujours au courant. La question de la communication, c'est toujours central. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est réfléchi, imaginé pour mettre toutes ces initiatives sur un lieu commun, une boîte commune, enfin, je ne sais pas? C'est une question très sympa. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens font beaucoup de choses. Là, on a eu l'exemple, on a parlé il y a une intervention sur Andy Consult dans les messages de Dr Flambard. Là, on parle effectivement d'un kit, là, on parle d'un site. C'est super, mais est-ce que les acteurs travaillent ensemble sur ces questions-là? Alors, Florence disait qu'il y avait un comité, mais voilà. Je pense qu'on essaye, en tout cas, oui. C'est peut-être un des leviers à trouver, comment communiquer tous ensemble, essayer de pas, justement, que chacun fasse un petit peu des choses dans son coin sans savoir ce qui est fait par l'autre, parce que des fois, on se rend compte que, voilà, par exemple, sur l'Andy Consult, on peut beaucoup se servir de cette consulte qui, je pense, extrêmement intéressante comme tremplin aussi pour que, justement, les personnes, notamment avec une déficience intellectuelle ou trouble du spectre autistique, puissent venir entre guillemets s'entraîner, parce qu'il y a l'environnement à rendre compétent, mais il y a les personnes elles-mêmes des fois qui peuvent avoir peur aussi, donc ça peut permettre comme des petits lieux d'entraînement, mais en fait on sait qu'il existe déjà des petits bus qui existent aussi, mais voilà, je pense qu'effectivement il y a beaucoup d'initiatives, ce qui est plutôt bien, voilà, on voit que tout le monde essaye un petit peu, mais oui, c'est vrai que là on se rend compte qu'il y a, voilà, peut-être que je sais pas, ça fait partie d'un des leviers, comment faire pour qu'on soit un petit peu, oui, il y a des comités, etc., mais il y a aussi tellement que des fois, le trop fait qu'on se perd un peu peut-être. 5 minutes encore, Florence a déclenché le micro, donc je te laisse. Oui, juste pour dire qu'effectivement, le Conseil territorial en santé est une instance participative qui réunit tous les acteurs. Donc, ça peut être aussi, c'est le rôle d'ailleurs d'une coordination de la politique en santé sur le territoire. Donc, ça peut être un outil de coordination et de communication sur les initiatives du terrain. David, tout à l'heure, tu voulais prendre la parole et puis bon, les échanges ont fait que… Oui, non, pas de problème. Non, je voulais juste refaire un point là, sur les différentes actions que nous, on a identifiées comme pouvant permettre de faire bouger les choses.
Il y a une chose qu'on n'a pas dite peut-être, c'est la place prépondérante des patients dans cette histoire en tant qu'acteurs. C'est-à-dire que on sent qu'il y a des problématiques personnelles qui sont portées, mais le rôle du collectif est important. Au niveau de la faculté de médecine, on a créé le centre d'innovation du partenariat avec les patients et le public, où l'idée, c'est de pouvoir mobiliser donc, des patients, y compris donc, évidemment porteurs de handicap, dans les sphères de l'enseignement, de la recherche et du soin. Du soin en tant que père aidant, c'est-à-dire qu'on accepte qu'il y a un savoir expérientiel parmi ces patients, notamment porteurs de handicap, et que ce savoir expérientiel est une ressource pour les professionnels de santé pour pouvoir trouver des solutions à certaines situations. Autrement dit, les patients sont les experts de la vie avec le handicap et donc ils ont développé des compétences et des savoirs expérientiels qui doivent être en capacité de sociabiliser. Et donc, on se propose de faire ça au niveau de la faculté de médecine. Donc ça, c'est un premier levier, le levier patient. Donc la formation, je ne vais pas y revenir, on en a parlé plus que de raison à mon avis. Au niveau du modèle économique, on en a parlé, et c'est vrai qu'il y a des négociations qui sont faites autour de forfaits, en tout cas de prise en charge de ces patients-là. Et au niveau du diagnostic, il y a par exemple une consultation qui est dédiée autour du repérage des troubles du développement neuromoteur, quoi. Et du coup, il y a une cotation qui permet d'avoir plus de temps aussi. Encore faut-il que les médecins soient au courant et aménagent en tout cas leurs agendas en ce sens. Mais en tout cas, il y a une solution et donc le modèle économique n'est pour certaines, pas pour tous les aspects du handicap, mais pour certains aspects potentiels du handicap, y compris au niveau du diagnostic, c'est plus un blocage, le modèle économique. Et puis, donc après, il y a tous les outils d'aide qui doivent être déroulés en consultation, proposés aux médecins dans leur exercice. Et je voulais vous dire autre chose, mais j'ai perdu le fil, évidemment. Mais c'est pas grave, ça me reviendra après, je pense. Je vous remercie. Il y a beaucoup de questions. Malheureusement, on ne peut pas y répondre à toutes de cette manière-là. En revanche, sur le site internet, vous trouverez un formulaire justement pour prendre contact notamment avec le docteur Sandra Salamon-Gisclard. N'hésitez pas à reposer ces questions-là. On n'est pas garant des réponses, hein, puisqu'on n'est pas non plus politique, etc. Mais en tout cas, on pourra peut-être essayer de vous y répondre. Docteur Sandra Salamon-Gisclard, le site internet Santé Inclusive, vous pouvez nous en parler? On se vous voit, on se tutoie, je ne sais plus trop, mais bon. Est-ce que tu peux en parler, s'il te plaît? Oui, je vais essayer de faire un partage d'écran sur le site, ce qui, pour ceux qui me connaissent au niveau informatique, relève d'un exploit. On a 12 minutes. Hein. Oui, je suis obligé de… Voilà. Est-ce que ça marche? Oui? Oui, parfait. Voilà, alors… déjà, peut-être avant toute chose, hein, je ne vais pas pouvoir remercier, enfin la chose principale, je ne vais pas pouvoir remercier toutes les personnes qui ont participé à ce site parce qu'elles ont été extrêmement nombreuses, autant les professionnels de santé, les parents, les personnes, toute l'équipe de la plateforme Trisomie 21. Il y a tellement de monde que ça va, voilà, sinon ça va prendre plus que les 12 minutes. Je tenais quand même juste à faire deux petits remerciements particuliers, un autant pour… Axel Tesser qui est chargé de mission sur le dispositif appui ressources environnement et Sébastien Nunzi, l'informaticien qui a aidé à créer le site parce que franchement ils ont été d'un énorme soutien. Ce site en fait on y travaille depuis plus de 2 ans. Voilà, donc pour vous montrer un peu rapidement, parce que voilà, on me dit que le temps, donc il faut que je sois très synthétique. Donc, on peut repérer quand on regarde le site qu'il y a 4 grandes parties. Vous êtes professionnel de santé, vous êtes une personne avec une trisomie 21, vous êtes parent d'une personne avec une trisomie 21 et la partie centrale. Alors, je vais commencer par vous montrer un petit peu la partie centrale, juste parce que, en fait, c'est dans cette partie… qu'on va pouvoir retrouver aussi pourquoi ce site a été créé, par qui et comment. Voilà, donc là, vous voyez, quand on commence à cliquer, l'idée du site, ça n'a pas été simple et c'est toujours, on peut toujours le perfectionner, c'est qu'il soit facile d'accès pour tout le monde. Du coup, quand on regarde un petit peu, donc il y a une partie où on va voir pourquoi le site a été créé, l'accessibilité des informations. Il est très très important de savoir que ce site a été entièrement
fait ce qu'on appelle facile à lire et à comprendre. Du coup, le FALC, alors je vais vous montrer, j'essaye de cliquer, voilà. Ça, par exemple, c'est du coup une version FALC. C'est-à-dire que du coup, les phrases sont plus courtes ou avec des pictos ou des images pour que les personnes, notamment avec une déficience intellectuelle, puissent y avoir accès. Il y a aussi toute une part, vous verrez le long du site, il y a ce qu'on appelle un speak reader pour que toutes les personnes qui n'ont pas non plus accès à la lecture puissent entendre les informations. Je vous le montrerai du coup tout à l'heure. Et actuellement, on est en train d'essayer de chercher et de développer l'accessibilité de ce site pour tout type de handicap. Donc, il va être encore modifié pour permettre l'accessibilité des informations. Quand on peut cliquer régulièrement, voilà, vous voyez les personnes qui ont pu mener le projet, les auteurs du site. Je vais essayer d'avancer un peu. Voilà, ça permet, on voit un petit peu toutes les personnes qui ont pu participer. Donc, pour relayer tout à l'heure aux questions-réponses, voilà, orthophonistes, etc., c'est un site, du coup, effectivement, qui est très vaste sur tous les professionnels de santé, y compris, bien entendu, les orthophonistes. Il y a un fil d'Ariane, c'est plus pour montrer, voilà, aussi comment il peut être facile d'accès, comme on disait. Un fil d'Ariane qui permet régulièrement de revenir soit à l'accueil, soit à la page précédente, voilà, alors, je laisse un peu... Je voulais cliquer sur le speak reader, mais j'ai cliqué sur revenir à l'accueil. Et comme la connexion Internet est un peu lente, je vais essayer de repartir sur l'accueil. Je ne sais pas. Voilà, ça marche. Donc voilà, là, vous avez donc cet onglet central. Après, quelque chose d'important aussi, on pourrait se demander pourquoi il y a une partie professionnelle de santé, une partie pour les personnes, une partie pour les parents. En réalité, toutes les informations sont les mêmes et bien sûr accessibles à tous, comme j'ai dit, notamment avec le facile à lire et à comprendre. C'était très important du coup pour nous que tout le monde puisse avoir accès à tout, mais sous un prisme différent. C'est-à-dire qu'on soit professionnel de santé, parent ou une personne, on ne voit pas nécessairement les mêmes informations de la même manière. Donc, c'est pour ça que c'était très important. Et surtout, la personne et ses parents ont une place énorme dans la création de ce site. Je les remercie encore énormément. Et ce sont eux les premiers ambassadeurs, en fait, pour la santé inclusive. Et très, très souvent, c'est souvent ce qu'on dit sur les personnes, ce que disait David, c'est eux les premiers acteurs de la santé, parce que là, on parle, mais c'est eux qui nous aident à évoluer, à être humbles, à se remettre en question en permanence, et du coup, qui vont aller porter la parole aux professions de santé, aux professionnels de santé, en disant « Et attention, là, par exemple, vous pensez vous parlez à la personne qui est à côté de moi, la personne qui m'accompagne, mais moi, je comprends très bien, il suffit de communiquer avec moi autrement. » La communication, attention, alors ça peut sembler très idiot, mais la communication, ce n'est pas du tout que le langage verbal. Donc, quand on parle de dyscommunicants, les dyscommunicants, ils peuvent aussi tout à fait venir à une consultation seule qui a été préparée avec leurs moyens de communiquer, parce que dyscommunicant, ça veut pas dire non communicant, c'est juste que c'est un autre type de communication. Voilà, j'essaye d'accélérer, je suis désolée. Alors, si on clique un peu pour vous montrer comment on manipule ce site, donc par exemple, si on va sur le côté médecin, qui est un peu plus mon domaine, mais ce que je vais vous montrer là, après, existe sur toutes les professions de santé. Il y a donc pareil pour psychomote, ergo, orthophoniste, il y a tout psychologue, bien sûr. Donc, vous voyez, voilà, il y a l'accessibilité des informations, l'accès aux droits pour bien réexpliquer un petit peu, attention, justement, comment on fait, l'ALD, les dossiers MDPH. J'essaye en même temps de répondre aux questions parce qu'il y a aussi pas mal de personnes qui expliquent, alors, au niveau de l'ALD, les personnes avec une trisomie 21 devraient être à 100%. Oui, c'est déjà le cas, il suffit qu'on remplisse correctement les dossiers, effectivement. Quelque chose de très important pour relier ce que disait tout à l'heure Myriam, et où c'est peut-être un petit peu différent de ce que pouvait dire justement Maria, parce que voilà, le type de handicap de chacun est différent. C'est vrai que dans la trisomie 21, notamment, il y a des risques spécifiques particuliers médicaux qu'il faut savoir, ça c'est sûr qu'il faut les connaître. Donc, par exemple, pour les médecins, on a créé, il y a toute une liste, mais sur la surveillance, c'est ça que je voulais vous montrer pour montrer un petit peu le côté boîte à outils. Voilà, en fait, il y a un tableau qui est très simple, qui est très court, très petit, qu'on peut s'imprimer, se mettre sur la table, avec un petit peu justement quoi faire, à quel âge, comment ne pas oublier les suivis à faire. Donc, voilà, il suffit de pouvoir prendre ce temps. Je vous le montre en facile à lire et à comprendre, puisque c'est aussi la version qu'ont les personnes avec une trisomie 21. Par exemple, là, c'est des digressions, mais parce que je pense qu'elles sont très intéressantes pour savoir comment il a été créé. Au départ, quand on a fait ce tableau, nous, on a même pensé que dans la version facile
facile à lire et à comprendre, pardon, ce tableau allait être très simple. Et en fait, grâce au relecteur, parce que du coup, on a un comité de relecture pour ce facile à lire et à comprendre avec des personnes avec une trisomie 21 ou avec une déficience intellectuelle, on s'est aperçu qu'on n'y était pas du tout. Voilà quelque chose que nous, on croyait simple avec toutes nos idées, d'essayer de bien faire. En fait, en tableau avec plusieurs entrées, ça ne marchait pas du tout. Et c'est grâce aux personnes avec une trisomie 21 qu'on a pu reprendre, le réécrire complètement autrement, en se rendant compte que pour eux, c'était vraiment beaucoup plus simple que ce soit écrit plus qu'un tableau, par exemple. Donc, voilà un petit exemple. Pardon ? Ah oui, pardon, parce qu'on me donne le timing en même temps à côté. Donc, j'ai l'habitude de parler vite, on m'a demandé de parler doucement et il faut que j'accélère. Vas-y, Sandra, c'est voilà, donc voilà un exemple, par exemple, justement, de création en commun. Parce que voilà, il y a des choses, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on peut imaginer, puis on peut se planter. Puis on peut avoir l'humilité de dire, bah oui, là, on s'est complètement planté et justement, on travaille en commun. Pour remonter sur, voilà, si je repars sur l'accueil, donc je vous montre sur les autres acteurs de santé. Donc, vous voyez que du coup, on reprend sur toutes les spécificités, notamment de la trisomie 21, bien sûr. Et voilà, il y a l'onglet orthophoniste, psychomote, ergo, infirmier, psychologue. Donc là, par exemple, si je clique un petit peu au niveau orthophoniste, vous voyez un petit peu tout. Voilà, ça explique un petit peu les bilans. Attention, ce n'est pas un cours. On n'est pas des spécialistes ou des experts. C'est vraiment c'est ce qu'on a pu apprendre pendant des années. On a vraiment tous discuté et c'est plus pour essayer de trouver ces fameuses boîtes à outils. Donc, on le voit aussi en facile à lire et à comprendre. Pour les personnes, donc il y a exactement du coup les mêmes informations, mais effectivement, vous voyez directement en face. Je vais peut-être revenir sur la partie psychomote et psycho si j'ai 2 secondes, parce que c'est pour les boîtes à outils. Alors, c'est partout, mais c'est que notamment quand on clique, on peut voir en fait aussi, c'est pour ça que je dis que des fois, on peut prendre un peu de temps en amont de la consultation, des fois, parce que ça permet, voilà, on peut voir, quand on rentre à l'intérieur, il y a des petits exemples avec des photos, des petits films, des petites vidéos en fait concrètes aussi pour donner des petits outils à la MacGyver. Pareil au niveau des psychos et pareil au niveau de tous des… Je dois me taire. Il va falloir parce qu'il y a non, mais il va falloir parce qu'il y a d'autres conférences. C'est pour ça c'est très intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est tous les outils, Sandra, pour parler de sa santé. On parlait de la santé, on parlait de communication tout à l'heure, juste les montrer peut-être. Alors là, j'allais, voilà, par exemple, si on prend, alors je le prends sur les parents, voilà, on a aussi mis il y a une petite boîte à outils avec les petits outils pour communiquer avec son enfant. Il y a, voilà, justement, vous voyez la fameuse boîte à outils, justement, avec plein de liens sur plein de sites qui existent. Justement, bon, c'est vrai que du coup, on essaye de faire travailler avec tous les partenaires. Il y a, tout à l'heure, oui, quand je disais sur le suivi médical spécifique, il y a aussi tout le lien avec Trisomie 21 France et tous les petites vidéos, les petits films qui ont pu être faits. Voilà, il y a des outils pour parler. C'est très interactif parce que, en fait, tout le monde peut aller sur tout. C'est-à-dire qu'on soit médecin ou qu'on soit ergo, psychomote, orthophoniste, parent ou personne avec une trisomie 21, les boîtes à outils sont multiples et variées. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait aller chercher à droite, à gauche. On a tous besoin des mêmes outils en réalité. Voilà. L'idée, c'est que ce site puisse être aussi diffusé. Il est tout à fait, d'avoir vraiment tous vos retours, vos questions dessus, parce que, comme vous pouvez le voir, il est très expérimental, même aussi au niveau de l'ergonomie. Donc, tout peut être perfectible, doit l'être. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter. Il y a un lien dans tous les onglets pour pouvoir correspondre avec… oui. Pour le coup, on peut aussi inviter tous les acteurs qui sensibilisent, etc., à nous transmettre leurs outils, les outils de sensibilisation, des vidéos, des livres, pour qu'on puisse… L'idée, c'est que c'est quelque chose qui est vivant, c'est vraiment un site vivant. Je tiens à préciser, Sandra, que ce site renvoie aussi sur le protocole national de soins, renvoie sur le livret qui a été édité par Trisomie 21. Donc, normalement, il n'y aura pas… Il faut rester humble, il n'y a pas tout, mais il y a énormément d'outils que vous retrouverez là-dessus. Donc, je vais vous partager à l'écran le lien parce que vous pouvez déjà prendre une petite photo pour gagner du temps. Voilà, le lien du site qui est bien entendu gratuit, à consommer sans limite et à transférer le plus possible à vos différents réseaux. Voilà. Et effectivement, on peut rajouter, juste
Voilà, et tous les outils, ben voilà, comme Florence, tu disais tout à l'heure, il y a le comité technique, voilà, mais voilà, nous, on est aussi, ce site peut servir aussi de lien et de réseau par rapport à tout ce que vous avez. C'est pas le prendre pour le mettre sur mais voilà, ça peut être du coup complètement interactif avec rajouter plein de liens. On a essayé de mettre tout ce qu'on pouvait, mais il est non exhaustif. Hein. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a à la fois des informations sur suivi médical spécifique pour les personnes avec une trisomie 21, mais tous les outils pour mieux communiquer avec son patient. Donc, santé, tu as montré tout à l'heure le site Santé BD. Il y a plein de petits outils pour parler justement d'une prise de sang, je crois, pour parler de plein d'actes. Donc, voilà, ce site, on est heureux, je crois, de le lancer parce que ça a été 2 ans effectivement de travail intense. Moi, je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui ont bossé dessus. Autour de cette table, il y en a déjà pas mal, mais vraiment toutes celles et ceux, ils sont vraiment nommés à l'intérieur. Regardez aussi, parce que c'est des gens qui ont pris du temps. Et donc, un grand merci aussi à toutes les personnes qui sont autour de cette table, qui ont pris du temps pour préparer. Et vraiment, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée avec d'autres conférences dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Et à bientôt.